le discours sur l'état de la France, ou presque. C'était Emmanuel Macron aujourd'hui devant le Congrès réuni à Versailles, députés et sénateurs qui ont donc écouté le chef de l'État faire son premier grand discours politique depuis son entrée à l'Élysée. Et nous, on en parle avec à mes côtés Anita Auxerre, journaliste politique à Atlantico, Hélène Pilichowski, éditorialiste politique, Sylvain Kahn, historien et géographe, vous enseignez à Sciences Po Paris, et Jean-Philippe Moinet, journaliste, éditeur et écrivain, fondateur de la revue Civique. Ce discours donc d'Emmanuel Macron, dans le détail, il a été question d'une réforme des institutions qui doit être parachevée d'ici un an. Le chef de l'État qui, comme il s'y était engagé durant la campagne, et c'était d'ailleurs l'une des conditions de son accord avec le MoDem de François Bayrou, propose une dose de proportionnel dans le scrutin législatif. Écoutez. La représentativité reste toutefois un combat inachevé dans notre pays. Je souhaite le mener avec vous résolument. Je proposerai ainsi que le Parlement soit élu avec une dose de proportionnel, pour que toutes les sensibilités y soient justement représentées. Voilà, et toujours parmi ces mesures, le chef de l'État propose de réduire d'un tiers le nombre de députés et sénateurs et, comme il s'y était engagé là aussi, de limiter dans le temps le cumul des mandats. Sylvain Kahn, il se donne un an pour y parvenir, au besoin par référendum. Ce n'est pas très surprenant, mais là, il s'engage de manière très claire. Oui, il s'engage de manière très claire sur des promesses de campagne. Oui. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'il n'était pas obligé. Voilà, sur la proportionnelle, par exemple, rien n'y obligeait. Voilà, c'est-à-dire que sur la proportionnelle, c'est une promesse qui a souvent été faite par ses prédécesseurs et qui n'a été, sauf erreur de ma part, mise en œuvre qu'une fois par François Mitterrand en 1985 pour les élections législatives. Après une dose suffisamment vague. Une proportionnelle intégrale. C'était une proportionnelle intégrale en 86. C'était pas une dose. Oui, mais il n'y en avait pas d'autre. Je veux dire. Oui, non, mais c'est là où il y aura le problème. C'est la seule fois que la promesse en question. C'est déjà bien, hein. C'est la seule fois que la promesse en question a été tenue. Mitterrand, ensuite réélu en 88, n'est pas revenu. Il n'a pas dit le gouvernement de Jacques Chirac de cohabitation a supprimé la proportionnelle, je la réintroduirai. Il a laissé tomber. Et puis ensuite, ses successeurs, et avant lui, même Valéry Giscard d'Estaing en avait parlé. Bref, donc si vraiment il le fait, parce que c'est très bien de confirmer peu de temps après son entrée en fonction qu'il tiendra cette promesse de campagne, mais attendons, parce que c'est pas encore fait. La France est prête ? Moi, je crois qu'elle est totalement prête. Alors là, non seulement elle me paraît totalement prête, mais je pense même qu'elle le demande. Parce que là, il y a eu un petit miracle avec les élections législatives, c'est que, finalement, il y a quand même France Insoumise, il y a quand même le Front National. Le pluralisme est quand même représenté. Voilà, alors je veux dire, c'est vraiment avec la portion congrue, mais quand même. Parce et puis il y a quand même le Sénat qui est aujourd'hui aux mains de la droite, qui ne va pas changer de main. Imaginez si on avait une assemblée nationale sans représentants, sans députés des partis dont 2 candidats avaient fait chacun 20% des voix, à savoir France Insoumise à la gauche radicale et le Front National à l'extrême droite. Ça aurait été très gênant. Et là, déjà, c'est limite. Heureusement qu'il y a ça. Donc, j'espère vraiment qu'effectivement, Emmanuel Macron tiendra cette promesse de campagne. Ça me paraît totalement nécessaire pour qu'on ait une vie, pour qu'on ait une 5e République dans une vie politique démocratique. On est en 2017 aujourd'hui, on n'est plus en 1958. C'est une vraie demande populaire, si on peut dire. Mettre fin à l'inflation législative, ça on entend ça à chaque fois. L'inflation législative, trop de députés en France par rapport aux autres pays, trop de mandats, le cumul dans le temps, le cumul des mandats, les avantages des parlementaires, les ci, les là. Il prend des engagements précis là. Oui, là c'est une grande demande populaire. C'est sûr. Vous n'y croyez pas ? C'est plus compliqué à trouver la majorité. La différence, c'est que c'était plus compliqué jusqu'à maintenant de trouver une majorité pour le faire. Oui, là, il a la majorité. Et là, il l'aura. C'était aussi une promesse de François Fillon, qui voulait également réduire le nombre de parlementaires. On n'entend pas parler du droit de vote des étrangers aux élections locales. Il aurait la majorité s'il voulait le faire. Là, mais il ne l'a pas promis. Il ne l'a pas promis. Il n'a pas fait comme François Hollande. Il ne l'a pas promis. Mais non, ce que je voudrais dire, c'est qu'il va y avoir un problème de faisabilité. Je ne doute pas du tout de ses intentions, mais il va y avoir 2 catégories de députés. C'est tout le problème qui résulte de cette promesse de réforme, c'est-à-dire qu'il y aura des députés élus au suffrage universel et à 2 tours, au scrutin uninominal à 2 tours, et il y aura des députés élus sur des listes. Et donc, ça n'est pas la même chose. Comme en Allemagne. Oui, mais le Conseil constitutionnel jusqu'à présent... Vous voulez dire qu'ils n'auront pas la même légitimité ?
Je ne dis pas ça, je dis que c'est contestable devant le Conseil constitutionnel. Oui. Moi, je ne conteste rien, mais c'est une complexité, effectivement, de compréhension par l'opinion. Il y a une grande complexité, et ça va être très compliqué à réaliser. Avec ce double impératif à la fois de représentativité, qu'on voit bien que le 5e va ouvrir le champ de sa représentativité dans les chambres, et il y a le sujet de l'efficacité politique. Donc l'efficacité politique, c'est aussi, donc, selon lui, réduire le nombre des parlementaires, ce qui est le paradoxe, c'est-à-dire que sa grande majorité va être sabrée d'un tiers de ses effectifs. Ça va être le cas de tout le monde. Alors ça, moi, je n'ai toujours pas compris. Et donc, l'intérêt de réduire le nombre de parlementaires. Alors, parce que son argument est le suivant, c'est de dire que plus on est resserré, plus on est efficace, plus on a de moyens par parlementaire. C'est-à-dire que les parlementaires ont dispersé leurs moyens, et donc en réduisant le nombre de parlementaires, on peut considérer qu'à budget égal, il peut y avoir des moyens supplémentaires. Avec plus de collaborateurs. Ça fait moins de monde en commission et peut-être moins de contributions utiles. Donc, efficacité et économie, ça plaît beaucoup. Il n'est pas souvent évoqué c'est-à-dire meilleure utilisation des moyens. Il y a un sujet très important, me semble-t-il, celui de l'évaluation des politiques publiques. Oui, alors il en parle. C'est un sujet qui est quand même... 2 ans après leur application, leur mise en application, évaluation des textes importants. Et peut-être retour en arrière des anciennes lois. C'est vrai qu'en France, on a une inflation. D'ailleurs, tout le monde pense qu'à force de proclamer le principe d'une loi, on a résolu le problème concerné, alors qu'il faut considérer que l'application par les décrets, notamment, doit aller rapidement, et ensuite évaluer 2-3 ans après. En quoi va consister l'évaluation des textes, sachant que la Cour des comptes, par exemple, évalue déjà un certain nombre de politiques publiques, et que malgré des rapports du point de vue financier désastreux, rien ne change. Il faut considérer que cette réforme de la pratique parlementaire et politique doit aussi, comme ça se fait dans d'autres démocraties voisines, notamment les Anglais et les Allemands sont beaucoup plus sur l'évaluation que nous. Nous, on est sur des effets d'annonce de loi, et puis on considère il y a eu une réforme, la MEC, la mission d'évaluation. Ça existe. Donc, alors, la MEC, ça existe, mais on n'en entend pas parler. Mission d'évaluation de contrôle, c'était Didier Migaud à l'époque, avec le sénateur Lambert, je crois, ensemble, qui était de droite et lui de gauche, qui avait fait ça. C'est un travail. Et Didier Migaud, à l'époque, parlait de révolution quand ça a été créé. C'est pour ça, moi j'attends le budget, on n'a pas l'impression, on n'a pas tellement d'écho sur le travail parlementaire de contrôle. Mais surtout, il n'y a rien sur le contrôle, voilà. C'est ça. C'est-à-dire que ce que les Anglais appellent l'accountability, c'est-à-dire parce qu'il a dit je viendrai rendre compte dans un an, mais il rend compte de rien du tout en vérité, il vient juste parler. La réforme de 2008 a instauré une semaine de contrôle par mois. Bon, il y a 10 députés en séance. Ça n'intéresse personne. Donc il faut absolument... Enfin, la réforme va vraisemblablement entraîner une révolution, alors là pour le coup, du travail parlementaire. Parce qu'on va avoir des députés qui n'ont plus de mandat local, donc qui auront quand même plus de temps pour se consacrer aux législatives. C'est pour ça que ça va être très difficile de ne pas avoir d'inflation législative. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont contrôler... Ils vont s'occuper de leur start-up, pour certains, ils l'ont dit. Peut-être, oui, mais enfin, je veux dire, on est à la veille d'une transformation complète. On les verra plus souvent à Paris et moins souvent en circonscription? Pas forcément. Moi, je ne dis pas ça, parce que ça, c'est un peu démagogique de dire qu'ils sont pas à Paris. Ils bossent, les députés. Mais alors, leur travail va changer, va complètement changer. Et surtout, l'évaluation, c'est a posteriori. Donc, j'ai envie de dire, c'est sympathique, c'est sans doute très utile. Mais il me semble que dans un système semi-présidentiel où on a un exécutif très fort, parce qu'on a quand même... on est la démocratie européenne, et peut-être même occidentale ou mondiale, où le pouvoir exécutif est sans doute qui a le plus de pouvoir. Il faudrait renforcer les pouvoirs du Parlement, pas forcément dans le sens de celui de faire la loi. On a bien compris que la loi se faisait, c'est l'exécutif qui écrit quasiment tout. Mais du coup, effectivement, dans la capacité, comme c'est le cas aux États-Unis, comme c'est le cas au Parlement européen, dans la capacité du Parlement à contrôler l'exécutif. Et c'est ça qui manque, je trouve. Et l'évaluation a posteriori, bon, c'est sympathique, mais pouvoir, ça se prend parfois. Et là, le Parlement, il va devoir s'emparer. Devrait faire partie du système de contrôle. Bien sûr. Pour l'administration, de voir 1, 2, 3 ans après quels sont les textes qui ont été vraiment appliqués et quels sont leurs résultats tangibles. Et je pense que l'esprit d'entreprise les pouvoirs d'investigation. D'Emmanuel Macron, on sait très bien qu'en France, les commissions parlementaires, par exemple, elles ont dans les faits un pouvoir bien moindre qu'au Royaume-Uni, en République fédérale d'Allemagne ou aux États-Unis. Oui, il a également parlé d'abrogation de lois obsolètes. Et ça, c'était une idée de Thierry Mandon qui n'a pas pu être mise en pratique parce qu'il est resté très, très peu de temps. C'est là où on a compris qu'il n'y aurait pas de réforme de l'État sous François Hollande, puisqu'il est resté que quelques mois à ce poste. Et lui, il voulait justement faire une évaluation et ne pas introduire de nouvelles normes sans en supprimer d'anciennes.
Autre, des millefeuilles un peu partout. Autre annonce, alors ça on le savait au chapitre judiciaire, la suppression annoncée de la Cour de justice de la République, seule habilité aujourd'hui à juger les ministres dans l'exercice de leurs fonctions, et l'appel aussi à en finir à cette recherche incessante du scandale. Écoutez Emmanuel Macron. Parce que c'est... Voilà, le retour. C'est tout de suite. Et bien visiblement on annonce que nous n'avons pas cet extrait du discours d'Emmanuel Macron, en tout cas pour ceux qui l'avaient entendu, Emmanuel Macron qui appelle donc à en finir. Il dit nous réformerons effectivement le système. Voilà, ça y est, on peut l'écouter. J'appelle à en finir avec cette recherche incessante du scandale, avec le viol permanent de la présomption d'innocence, avec cette chasse à l'homme où parfois les réputations sont détruites et où la reconnaissance de l'innocence des mois, des années plus tard, ne fait pas le 10e du bruit qu'avait fait la mise en accusation initiale. Ces mois où il était moins précautionneux, j'allais dire peut-être pas lui, mais son entourage pendant la campagne, où ils sont quand même tombés à bras raccourcis sur François Fillon. Mais apparemment, c'est un de ses chevaux de bataille, cette affaire-là, parce qu'il y a déjà plusieurs fois, si vous voulez, qu'il envoie des messages de cette tonalité-là à l'attention de la presse. C'est l'objet de son pas de faire, d'ailleurs. Le premier Conseil des ministres, il avait été dit que c'était pas à la presse de décider de ce qui était une affaire. L'autre jour, Christophe Castaner a demandé à ce qu'on ne vienne pas perturber le travail. C'est l'effet Richard Ferrand, François Bayrou, ou est-ce qu'il avait déjà cette position-là avant ? Je ne sais pas quelle était sa position sur le sujet avant. Je pense que c'est quelque chose qui l'a marqué depuis quelque temps, parce qu'effectivement, la campagne électorale a été émaillée d'affaires tout le temps. Et puis maintenant, ça recommence. Il pensait peut-être y échapper, mais enfin, il a quand même vu 4 ministres de son premier gouvernement partir en très peu de temps, à cause des affaires. Ils ne sont pas partis tout seuls, les 4 ministres. Et il y a ce concept qu'il a utilisé. Oui, mais parce qu'il y a eu des affaires qui les ont contraints. Donc c'est un peu paradoxal quand même son affaire. Vous allez répondre dans un instant. C'est vrai que cette recherche du en même temps appliquée à ce qu'il a appelé la société de confiance. C'est quand même au cœur de ce que vivent les politiques en général et la majorité actuelle macronienne en particulier. C'est de restaurer finalement une représentation positive de la vie politique. C'est quand même une grande difficulté aujourd'hui pour tous les élus de faire face à ce populisme qui a tendance à être le dégagisme dès que il a bien raison de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme lui. Mais ça ne se décrète pas. Le fait est qu'il est arrivé aussi à la faveur de cette vague. Et ce qui est intéressant de voir dans son propos, c'est qu'à la fois, il considère que la Cour de justice de la République doit être supprimée parce qu'il n'y a aucune raison que des ministres soient jugés différemment que des citoyens dits ordinaires, donc une sorte de retour à la normale là, du point de vue institutionnel. Et en même temps, il dit, attention, il faut de la retenue quant à ces défiances qui peuvent verser dans des populismes qui deviennent de l'anti-parlementarisme et qui ne fabriquent rien de positif dans une société de confiance qui doit, par ailleurs, comme l'a été dit tout à l'heure, retrouver ce sentiment d'appartenance. Et le sentiment d'appartenance, ça passe aussi par la restauration des institutions, du crédit des institutions de la République et de la classe politique dans son ensemble. Il y a un grand chantier. On comprend la nuance et le côté mesuré du discours, mais Sylvain Kahn, c'était pas, encore une fois, la tonalité, ou alors je me suis complètement envoyé, qui ressortait des rangs d'En Marche pendant la campagne. Ils n'ont pas mis l'accent sur les cabales de la presse. Il n'y a pas tellement de retenue. C'est-à-dire, alors d'abord, il y a quand même un effet de contexte. C'est-à-dire, on ne peut pas entendre ce propos du président de la République sans avoir à l'oreille que actuellement, lui et sa ministre du Travail, Madame Pénicaud, sont sur la sellette en raison de l'organisation du fameux de l'événement de Las Vegas qui a été organisé alors qu'il était en campagne électorale. France avec Havas, visiblement sans appel d'offres. Je ne sais pas si c'est si grave ou pas très grave. Il n'était pas en campagne électorale, il était encore à Bercy, il n'avait pas annoncé son départ, c'était au début de l'année dernière. Il a fait de la levée de fonds. Non, mais il faut être juste. Oui, il faut être juste. Enfin, il a quand même fait de la levée de fonds pour l'objectif qu'il avait en tête. Mais ce que je veux dire, c'est que entendre Emmanuel Macron, devenu président de la République, dire aujourd'hui, le aujourd'hui étant que ça fait quand même 5 ou 6 jours que toute la presse sort un peu des papiers sur cet événement. Je ne sais pas si ça va devenir une histoire ou une affaire. Bon, là, on se dit, est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de faire passer un message, en vérité, un plaidoyer pro-domo? La deuxième chose, c'est que dire ça me paraît très paradoxal, alors que précisément, il vient lui-même, personne ne l'a forcé, de se séparer de 4 ministres
qui n'était pas encore mise en examen. Parce que le travail de SAP a été fait et il dénonce le travail de SAP, c'est-à-dire que... Le travail de SAP, il y avait quand même des faits. Il y a quand même quelque chose de pas clair. Oui, mais ils ont avant, il dit qu'il faut laisser la justice faire son travail. Ce qu'il ne veut pas, c'est la mousse qui est faite avant, c'est-à-dire que les gens sont abattus avant que la justice ait voulu... Le sous-entendu, ça consiste à dire, j'ai été amené à me séparer de 4 ministres. Parce que j'y étais contraint. Parce que j'y ai été contraint par des pratiques culturelles et sociales et peut-être journalistiques, sous-entendu. Alors le scandale, le viol permanent de la présomption d'innocence, voilà ce qui... alors on ne sait pas trop, quoi. Dans ces cas-là, si vraiment il n'est pas d'accord, le rôle du président, c'est peut-être aussi, lorsqu'il pose un certain nombre de principes, de s'y tenir lui-même, c'est-à-dire de ne pas considérer que la présomption d'innocence, dans le cas précis, avait été d'une certaine manière violée. Moi, je voudrais dire très simplement que la confiance, ça ne se décrète pas. Et ça s'obtient. Et donc, si son gouvernement est exemplaire, s'il obtient des résultats, enfin, le gouvernement d'Édouard Philippe obtient des résultats sur le plan du chômage, eh bien, la confiance, elle viendra. Elle reviendra. Mais dire je veux la confiance, non. Enfin, si on prend les sondages, en tout cas, la confiance, elle est plutôt là pour l'instant. Oui. Enfin, les gens, en tout cas, lui donnent quitus d'une certaine manière. Il y a un crédit. Ses intentions. Il y a un crédit. Il n'y a pas d'état de grâce, mais il y a un crédit. On va peut-être évoquer deux autres aspects. On n'aura malheureusement pas beaucoup de temps pour l'état d'urgence. On savait de toute manière qu'il comptait effectivement lever à l'automne pour remplacer par d'autres mesures qui, cette fois, d'une certaine manière, sanctuariseront dans la loi des aspects de l'état d'urgence. Ça va être un débat, ça. Oui. Ça va être un débat important. Oui, j'ai l'impression qu'avec sa majorité, il n'y aura pas beaucoup de débats. Il a quand même l'air de voter comme un seul homme pour l'instant, bien que ce soit la parité. Il y a également ces mots qui sont effectivement assez inhabituels, en tout cas de la part d'un ancien ministre de gouvernement socialiste, il faut le rappeler, à destination des plus faibles lorsqu'il évoque l'assistanat. Écoutez Emmanuel Macron. Les Français qu'il faudrait désintoxiquer de l'interventionnisme public, c'est l'État lui-même. Il faut évidemment protéger les plus faibles, mais protéger les plus faibles, ce n'est pas les transformer en mineurs incapables, en assistés permanents de l'État, de ses mécanismes de vérification et de contrôle, c'est de leur redonner, et à eux seuls, les moyens de peser efficacement sur leur destin. C'est un discours, j'allais dire libéral. Oui, mais c'est au fondement même de sa conception de la vie politique et de la société. C'est-à-dire que Emmanuel Macron ne considère pas, et effectivement là il n'est pas socialiste, que l'État est là pour prendre en charge et que le bienfait aux citoyens vient du haut de l'État. Non, il considère qu'il faut mettre le pays dans une situation qui permette à chacun, à quel niveau où il se situe, quelles que soient ses ambitions personnelles, son contexte, de se réaliser, mais par soi-même. Il ne considère pas qu'effectivement l'État est là pour donner la béquille à tous ceux qui ont des difficultés pour des raisons diverses. Bon, voilà. Et ça, c'est au fondement même de l'éducation nationale. C'est ce que répète le ministre de l'Éducation nationale, grosso modo, toute la journée. Chaque fois qu'il intervient, c'est pour dire que ça suffit, qu'il faut que l'élite est là justement pour tirer les autres. C'est le contraire de ce qu'on a vu dans le quinquennat précédent. C'est assumé en tout cas, Jean-Philippe. Comment ? C'est un discours assumé. C'est assumé. Puis s'il était encore du Parti socialiste, là, il y aurait demain un bureau national. Il y avait Najat Vallaud-Belkacem en face. En l'occurrence, c'est une révolution culturelle en France, venant de la gauche en particulier. D'ailleurs, cette capacité, ce qu'il considère être l'objectif des prochaines années, à libérer les énergies. C'est sa fameuse item et son credo récurrent, à la fois jouer sur la libération des énergies, et il a parlé aussi en ces termes dans son contrat de confiance vers les collectivités locales, et il a parlé de la conférence territoriale pour un pacte girondin, a-t-il dit. Donc c'est tout sauf jacobin. Donc il a à la fois une posture formelle très verticale et jupitérienne pour les institutions, mais sur la pratique et les mesures qu'il veut prendre, c'est à l'inverse quelque chose de libéral social, à la fois jouant sur la libération des énergies et aussi la protection des plus faibles. C'est le grand pari du chantier sur le travail. Là, ça ne fait pas tellement protection des plus faibles. Mais il l'a dit plusieurs fois. Et ça ne passera pas comme une lettre à la poste dans le groupe En Marche. Non, mais il a quand même évoqué cette protection nécessaire des plus faibles, mais par d'autres mesures que celles qui ont échoué, finalement. Ça ressemble beaucoup à Tony Blair, non ? Oui, ça ressemble beaucoup à Tony Blair, mais je ne suis pas sûre, encore une fois, que ça passe comme une lettre à la poste chez les parlementaires de la République, En Marche, parce que d'abord il y en a beaucoup qui viennent du Parti socialiste et qui ont une culture de gauche. C'est pas le président de groupe. Oui, mais
Oui, qui était tendance emmanueliste, il faut le rappeler, il y a encore quelques années. Donc il a changé au moment de la loi Macron, puisqu'il en était un des rapporteurs. Oui. Donc c'est là où... mais la gauche européenne ailleurs, c'est à ce moment-là la gauche britannique, Anita, la gauche allemande la dénonciation de l'assistanat... En France, elle ne l'a pas fait. Non, mais justement, c'est Sylvain Kahn. Je ne sais pas si c'est si blairiste que ça, parce que la dénonciation de l'assistanat, le sous-entendu, il est clair, il y a des gens qui profitent du système, il y a des gens qui... On les entretient peut-être, ce qui n'est pas pareil. Oui, où il y a des gens qui ne se bougent pas assez. Or, nous, on va faire en sorte que les gens aient envie d'avoir à nouveau, de se sentir responsables d'eux-mêmes. Il y a le message de l'État est en faillite. N'oublions pas que l'État est en... Mais vous voyez, alors, par rapport à ça, moi, je trouve qu'il y a une grosse inflexion par rapport à la campagne, à la campagne menée par Emmanuel Macron. Ah non, il a toujours dit ça. Oui, non, mais attendez, laissez-moi finir. Quand Emmanuel Macron menait campagne, il était clairement libéral sur le plan économique, ce qu'il vient de rappeler dans sa dénonciation de l'assistanat. Il était aussi clairement libéral sur le plan des valeurs, des pratiques, sur le plan sociétal. Et donc là, je trouve que ça a été confirmé pendant ce discours, la réaffirmation de la dénonciation de l'assistanat ou de la libération des énergies, comme vous disiez, d'une part, mais en même temps, sur le fait que maintenant, il faut d'une manière ou d'une autre maintenir l'état d'urgence dans le droit commun. Là, ça veut dire qu'il reste sur le credo libéral, économique et social, mais qu'il n'est plus... on ne sait plus s'il est encore sur son credo du libéralisme sociétal. Alors ça, moi, je trouve ça très interpellant. Eh ben, on va en rester là, désolé, parce qu'on n'a plus du tout de temps. Mais merci beaucoup, en tout cas. Merci Sylvain Kahn, merci à Hélène Pilichowski, à Anita Hausser et à Jean-Philippe Ouenet d'avoir bien voulu débattre et revenir donc sur ce discours, premier discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès, qui sera a priori suivi d'au moins 4 autres, plus peut-être circonstances exceptionnelles en cas de réforme. Restez avec nous. Tout de suite, c'est l'actualité vue du net, un œil sur les médias. Et le discours d'Emmanuel Macron, bien sûr, très commenté aussi sur Internet. On voit ça avec vous, Ludovic de Foucault. Bonjour. Bonjour. Oui, très commenté. Les internautes l'ont trouvé très ennuyeux, en fait. Vous savez qu'Internet peut être très cruel. Voilà, on va avoir quelques exemples. On trouve de très nombreux tweets qui ressemblent à celui-ci. Là, on reconnaît Chandler de Friends qui n'arrive pas à rester éveillé, qui pique du nez. En voilà un autre. Voilà moi, devant Macron au Conseil de Versailles. Encore une fois, on pique du nez. Petite variation, dans ce tweet, on ne pique plus du nez, mais on baille. Les députés vont-ils résister à ce discours soporifique, se demande cet internaute. Et certains ministres, en tout cas, n'ont pas vérifié. Certains internautes ont bien vu que Gérard Collomb, par exemple, s'est accordé quelques micro-siestes, mais pour sa défense, ce n'était pas le seul. C'est donc ennuyeux, d'après les internautes. Et en plus, c'est cher. Regardez, voici la synthèse d'un discours à 200 000 €. Notre tweet, ici, c'est 300 000 € pour dire la même chose que d'habitude. C'est ce qu'on appelle jeter l'argent par les fenêtres, 200 000 ou 300 000 €. On notera que les internautes ne sont pas tous d'accord sur le coût de ce discours. Oui, parce qu'il y a une véritable vente aux enchères, là. On ne savait pas entre le discours de Nicolas Sarkozy, celui de François Hollande, c'est du simple au double. En tout cas, Emmanuel Macron s'est trouvé un nouveau surnom, le roi sommeil. Pas mal. Il a aussi été comparé à un prêtre. Alors, c'est peut-être la manière dont sa voix résonnait à Versailles. Hypnose, il y en a qui l'ont appelé hypnose. L'hypnose, l'aspect recueilli de l'Assemblée, c'est ça, le roi hypnose. Mais vous voyez, là, cet internaute se demande, c'est à quelle heure la distribution d'hosties? D'autres ont estimé que le discours du président était la plus longue homélie qu'il n'avait jamais entendue. Bon, alors on critique effectivement ce genre de plaisanterie. Il faut dire qu'elles avaient commencé bien avant le discours, Ludovic. Oui, avant même que ça commence, le président était déjà raillé en ligne, toujours sur le mode, vous le voyez, Macron, président, roi, comme dans ce gif, où il est comparé à un mignon d'un célèbre film, ou alors dans celui-là qui montre l'arrivée d'Emmanuel Macron à Versailles. En carrosse, beaucoup de dessins également. On dirait du Édouard Balladur sous la plume de Plantule. Oui. On joue toujours sur la comparaison monarchique. Macron en roi soleil, pas encore sommeil, mais bien en roi soleil, là qui annonce « nous allons vous éclairer », c'est le nous royal. Mais Édouard Philippe veut croire que le président parle aussi de lui. En tout cas, on était sur la forme, mais au fond, sur le fond du discours, quelles ont été les réactions des commentateurs? Alors on a un peu de tout. Guillaume Meurice de France Inter conseille aux scientifiques qui prétendent que le vide absolu n'existe pas d'écouter le discours de Macron. Pas très gentil. Bruno Jeudi de Paris Match considère qu'il y avait beaucoup de généralités, de longueur, peu d'annonces nouvelles, mais Bruno Roger Petit a entendu, lui, un discours ambitieux, de pensée, de profondeur, un discours qui sera taillé en pièces par les journalistes du Pia Pia Pia.
Je ne sais pas exactement de qui il parle, mais en tout cas, visiblement, il n'en fait pas partie. Et puis, on a Johan Ifnagel de Libé. Lui, il a réagi à cette phrase du président, dont vous avez probablement parlé, qui appelait les médias à en finir avec cette recherche incessante du scandale. Lui, il aimerait qu'on en finisse avec l'origine des scandales. Ce qui n'est pas effectivement la même chose. Voilà pour le discours d'Emmanuel Macron. Dans le reste de l'actualité, difficile évidemment de ne pas évoquer les dernières aventures de Donald Trump. Oui, parce qu'avec ce tweet que vous voyez publié hier, il a encore une fois franchi une barrière. On le voit en catcheur en train de rosser une victime qui a le visage barré du logo CNN. Alors cet humoriste américain s'est amusé à mettre en ligne un autre montage. C'est lui qui a fait ce montage, enfin qui l'a posté en tout cas. Oui, c'est lui qui l'a posté. C'était une vieille vidéo où il avait été invité à WrestleMania, qui est une émission de catch, c'est un gros show aux États-Unis, et il a pris une de ses clowneries et il a mis en face. Il a mis une cagoule CNN sur la personne. C'est des pixels, voilà, mais c'est un bandeau. Alors c'est peut-être pas lui qui l'a fait, mais en tout cas il l'a commandité et il l'a mis en ligne. Voilà. Donc il frappe quelqu'un qui représente CNN. Voilà, c'est ça. Donc bon, certains y ont vu un appel à la violence. Effectivement, c'est difficile de ne pas voir autre chose. Le président en exercice, c'est quand même dingue. Ah oui, ça vole très très bas. Ils sont effondrés. Mais les réponses aussi, du coup. Là, vous voyez, on a une réponse qui a été très retweetée. Un autre montage, et cette fois c'est Donald Trump qui se prend des coups, et à la place du visage de son bourreau, on reconnaît cette fois-ci le logo du FBI. Donc voilà, ça vole pas très haut, parce que finalement on répond à la violence par la violence. Le débat se poursuit au niveau auquel il l'a malheureusement amené. Merci beaucoup Ludovic, c'était l'actualité vue du net, un œil sur les médias. Merci à nouveau à nos débatteurs. Restez avec nous, à suivre tout de suite un nouveau journal sur France 24.